Bonjour, bienvenue au troisième module de ce parcours sur l'esclavage. Dans ce troisième module, nous allons travailler sur la mise en question de l'esclavage et sur le parcours qui amènera à l'abolition de celui-ci. Parce que vous devez savoir que si l'État promulguait l'esclavage et si les conditions économiques, les motivations économiques qui ont fait développer cette forme d'exploitation humaine était très forte, il y avait en même temps des contestations. Il y avait toute une partie de l'opinion publique de l'époque qui n'était pas d'accord. Déjà, depuis le XVIe siècle, les humanistes critiquent le principe soit des conquêtes coloniales, soit de l'esclavagisme. Parce que c'est une manière de restreindre la liberté de la personne. Mais c'est surtout pendant l'époque des Lumières, donc au XVIIIe siècle, que les intellectuels commencent à prendre position. Et ces positions sont divisées en deux parties, c'est-à-dire il y a les arguments des philosophes comme par exemple Montesquieu, Voltaire, Rousseau, qui arrivent jusqu'à l'article de l'encyclopédie contre l'esclavagisme et la traite, et de notre côté il y a les arguments économiques. Donc d'un côté, l'article traite de nègre de l'encyclopédie qui a été rédigé par Louis de Jaucourt condamne l'esclavage et dit, je cite l'article, « Cet achat de nègres pour les réduire en esclavage est un négoce qui viole la religion, la morale, les lois naturelles et tous les droits de la nature humaine. » Donc, et la dénonciation est très forte. Mais les arguments des économiques sont beaucoup plus intéressants pour l'État, parce que la condamnation morale ne sert pas assez. Donc vous voyez, c'est une pratique développée, codée, mais on commence à la contester. Pendant la Révolution française, on commence tout un parcours de discussion, parce que évidemment l'esclavagisme va contre les principes révolutionnaires sur la liberté et l'égalité des citoyens. Et sauf que pendant la Révolution, on trouve un escamotage, c'est-à-dire que on proclame les principes révolutionnaires, mais ils sont valables dans le territoire français continental et ils ne sont pas valables dans les colonies. Et le commerce et la traite prospèrent donc même pendant cette période. En 1791, donc 2 ans après la Révolution, l'Assemblée nationale commence à légiférer et donc on discute sur l'application des droits de l'homme aux colonies. Donc évidemment il y a les partis en faveur des affranchis et il y a les représentants des colons. Et la discussion est très forte, mais on arrive à un résultat moyen, c'est-à-dire on accorde la citoyenneté à ceux qui sont nés de parents libres. Donc les esclaves affranchis peuvent générer des citoyens français, mais tout le reste de la population reste dans une situation d'esclavage. Donc, je vous lis l'article de la Constitution. Je cite, « Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fassent partie de l'Empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution. » Donc, vous voyez, on considère l'État français composé de la France continentale et européenne et les colonies, mais on légifère et on applique des lois différentes. Voilà. Le débat continue et quand même en 1793, au moment où on promulgue la Déclaration des droits de l'homme,
et on travaille sur la première constitution, on proscrit l'esclavage. On proscrit l'esclavage en France, mais pas dans les colonies. Voilà. Néanmoins, on commence à intégrer l'Assemblée avec des délégations de Noirs qui sont des anciens esclaves libérés et la situation reste quand même assez stable. En 1794, on vote la loi qui abolit l'esclavage et à l'Assemblée arrivent 3 députés de Saint-Domingue qui sont élus à la place de 3 colons. Donc la situation commence à bouger. Donc en 94, on déclare l'abolition. Je cite, la Convention nationale décrète abolition de l'esclavage des nègres dans toutes les colonies. En conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution. Donc en 14, on arrive, après maintes discussions, à l'abolition. Sauf que cette abolition continuera, la discussion continuera très longtemps. Pendant cette première période républicaine, on reconnaît l'indépendance de Saint-Domingue, la perle des Antilles. On considère que tous les hommes pas les femmes, sont des citoyens et on reconnaît l'indépendance des colonies. Mais cette histoire dure très peu. En ce qui concerne Saint-Domingue, on en a parlé dans le deuxième module. C'était l'une des colonies les plus riches, l'une des colonies les plus exploitées aussi, et où la présence des esclaves était la plus importante. Était plus importante, la condition des esclaves était très dure et il y eut beaucoup de révoltes, beaucoup d'émeutes contre le régime colonial. Et la période république après la Révolution française a été une période très bouleversée et elle a constitué aussi la prise de conscience des esclaves de leurs droits, parce que quand même pendant la Révolution française les idéaux révolutionnaires de liberté, égalité, fraternité parmi les peuples se sont diffusés parmi les esclaves aussi. Donc à Saint-Domingue, on enregistre pendant cette période beaucoup de rébellions, surtout des esclaves noirs, et cette rébellion aboutit en 1804 à la proclamation de la première République noire à Saint-Domingue. Évidemment, en Europe, on ne voyait pas de bon œil toute cette situation. Et surtout, on s'est rendu compte très tôt que l'abolition de l'esclavage par la Constitution allait compromettre la situation économique française. Donc c'est Bonaparte qui, le premier, décide de revenir à la situation d'avant, c'est-à-dire pas d'esclavagisme en France, mais possibilité de rétablir l'esclavagisme aux colonies. Et en 1802, on rétablit l'esclavage et on rétablit aussi l'utilisation du code noir aux colonies. C'est une période, évidemment, vous pouvez l'imaginer, de révolte, de massacres à la Guadeloupe et à Saint-Domingue. À Saint-Domingue, on arrive à la proclamation de la République, mais ensuite la répression sera très dure. On peut considérer que Napoléon est l'inventeur du discours colonialiste moderne, parce qu'il ne nie pas les principes de la démocratie, mais il fait des distinctions. Et il invoque les principes de l'égalité. Il faut considérer tout le monde comme égal, mais pas dans tout le territoire français. Donc c'est un discours qui proclame quelque chose et qui dans les faits ne le maintient pas, ne le porte pas à accomplissement.
à côté de la traite et de l'esclavagisme, il y a tout un mouvement des intellectuels et de l'opinion publique qui justifie l'utilisation de l'esclave. Et évidemment, nous avons vu pendant tout notre parcours que les motivations pour ce maintien de l'esclavage sont des motivations tout à fait économiques. Et que l'opinion publique, bien que partagée, en tout cas, était pour le maintien d'une certaine richesse et bien-être de l'État français. Et dans cette diapositive, vous avez un petit peu expliqué les différents points de vue. Donc, il y avait une discussion entre républicains et libéraux, et il y avait tout un parcours qui, d'un côté, prêchait la liberté individuelle, mais en même temps faisait comprendre que il y avait des hommes de catégorie 1 et des hommes de catégorie 2. Donc, l'arrière-pensée coloniale est fondée justement sur ça, sur le fait qu'il y a des hommes qui sont plus égaux que les autres. Pendant la Restauration et la Deuxième République, on continue la discussion sur les colonies et sur l'esclavagisme. Après l'époque napoléonienne, la France a perdu beaucoup de colonies. Et Louis XVIII, à la Restauration, promulgue la charte selon laquelle, je cite, « Les colonies sont régies par des lois et des règlements particuliers ». Donc on revient sur le Code noir, le pouvoir des Blancs est renforcé, et la société aux colonies est bien organisée sur le classement des individus du point de vue racial. Et la traite se développe, et aussi le fait que la loi ne prévoit pas de sanctions contre les capitaines de vaisseaux qui maltraitent les Noirs. Donc on continue avec cette situation, et on continue aussi de discuter sur ça à la Chambre des députés. Mais pendant la monarchie de Juillet, donc de 1831 à 1848, on ne mettait pas en cause la traite, l'esclavage. Et donc on revient, on le considère comme quelque chose de français, que c'est une prosécution de l'Ancien Régime. Heureusement, c'est avec la Deuxième République en 1848 que l'on arrive à l'abolition. Évidemment, cette décision a été construite et amenée par toutes les discussions qui se sont développées pendant l'époque précédente, c'est-à-dire pendant la monarchie de Juillet. Et à l'abolition est déterminée, et l'article dit « L'esclavage ne peut exister sur aucune terre française ». En même temps, on promulgue le suffrage universel masculin, qui permettra aux députés noirs d'être envoyés à l'Assemblée en France. Et on décide aussi d'indemniser les colons blancs, les Français qui vivaient en Outre-mer, de les indemniser parce qu'ils n'avaient plus à leur disposition des ouvriers et des paysans, les esclaves. Et donc, pour eux, c'était une perte économique majeure, et en même temps, on ne travaille pas assez bien sur l'indemnisation, si vous voulez, des esclaves. La mentalité reste quand même plus ouverte envers les Blancs. Et donc, voilà. C'était la fin du module. J'espère que vous aurez acquis quelques informations et connaissances sur cette période assez noire
de la vie française, qui a duré quand même 3 siècles et dont les problèmes se poursuivront dans les époques successives.